Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre magazine Entretien sur votre chaîne Canal Congo Télévision et également vous tous qui êtes en tout cas branchés sur les chaînes YouTube. Vous êtes également, vous nous suivez également sur nos différentes pages Facebook. C'est pour moi un réel plaisir parce que vous êtes très nombreux. Ici à Kinshasa, au Congo-Brazzaville et partout dans le monde, vous, en tout cas ça fait un bout de temps que nous ne sommes pas retrouvés, c'était pour des raisons en tout cas évidentes, notamment liées à notre métier, mais que cela ne tienne, nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, les grands d'ailleurs, de recevoir sur ces plateaux de votre magazine Entretien un invité de marque. Il s'agit de Maître Guilain Mafuta. Maître Guilain Mafuta, il est avocat au barreau de Bruxelles, également à la Cour pénale internationale. Il est cadre de la Fédération du Mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba, notamment en Belgique. C'est avec lui que nous allons s'entretenir sur les différents points d'actualité liés dans notre pays, la RDC. Pourquoi pas également relatif à son parti politique. Il s'agit du Mouvement de libération du Congo, le MLC en l'occurrence. Maître Guilain Mafuta, bonsoir. Bonsoir. C'est pour moi un grand plaisir, un réel d'ailleurs, de vous recevoir sur ce plateau de magazine Entretien, qui vous reçoit à titre, en tout cas, d'honneur, hein, parce que seulement c'est la première fois pour vous, des passages à Kinshasa pour un séjour, un court séjour. Nous avons profité pour que nous vous recevions, une façon pour nous également d'avoir un son de cloche de vous qui habitez la diaspora congolaise, mais qui êtes en tout cas très actif sur le plan de la justice, je dis bien par rapport à votre travail d'avocat et bien évidemment sur les aspects liés à votre combat politique, liés fondamentalement à votre parti politique, le MLC. Tout d'abord, vous venez d'arriver au Congo, à Kinshasa, ça fait un bout de temps, c'est ça? Ça fait quelques jours. Quelques jours que je suis à Kinshasa. Mais vous avez quitté Kinshasa, Congo un peu? Oui, ça fait... enfin, la dernière fois que je suis venu au Congo, ça remonte à 5 ans, lors des élections législatives et présidentielles et législatives passées, où je m'étais présenté à la députation nationale. Bon, j'étais un candidat malheureux. Voilà. Et depuis, voilà, je suis revenu. Maintenant, en tout cas aussi... parce que bon, c'est mon pays, parce que j'étais né à vivre, en tout cas ce qui se passe sur le plan politique chez nous ici au Congo, à Kinshasa, ce qui s'est fait au niveau du centre interdiocésain. J'ai tenu en tout cas à vivre ça de près. Donc j'ai effectué ce voyage pour cela aussi. Voilà. Mais au-delà de tout, 5 ans après, 2011 jusqu'à aujourd'hui, les changements, vous l'avez vécu? En effet, il faut rester objectif. En descendant de mon avion, j'ai vu que l'aéroport avait changé. Modernisé, comme on dit. Modernisé. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est la première chose, en tout cas quand on descend de l'avion, quand on visite un pays, la première chose qu'on remarque. Le premier passage justement c'est l'aéroport. Donc j'ai vu qu'il y avait des travaux qui avaient été faits. Donc voilà. Mais en circulant dans la ville, dans les quartiers, écoutez, mais les embouteillages monstres, c'est le quotidien des Kinois. Hein. Oui, ça c'est malheureusement c'est le quotidien en tout cas de Kinois, hein, du point de vue les bouchons. Hein, il y a beaucoup de bouchons à Kinshasa. Mais je crois qu'il y a un travail. Certaines routes qui sont délabrées, hein, totalement délabrées. En effet, il y a un travail à faire. Il y a, en tout cas, il faut faire le travail, il faut accélérer le travail, le social. La construction des routes, hein, le développement en tout cas passe par cela. Il y a encore des efforts à faire. Il faut continuer, il faut multiplier les efforts. Voilà. Mais il y a une réalité tout à fait contraire à ce que vous vivez par exemple en Belgique, par exemple. Écoutez, en Belgique, il y a des bouchons aussi. Oui. En Belgique, il y a des bouchons. À New York, il y a des bouchons également. Dans les pays développés, il y a des bouchons. Mais ce sont de routes, de travaux, enfin, qui sont quotidiennement faits
régulièrement, je vais dire, les routes sont entretenues et les gens, enfin les autorités essayent de chercher des voies et moyens pour qu'il y ait moins de bouchons, pour en tout cas apaiser ce côté-là. Mais en tout cas, ce sont des efforts qui doivent être également faits à chez moi. De façon permanente, mais c'est qu'il n'est pas fait. C'est pas un travail. Mais vous faites partie d'un parti politique qui est de l'opposition, le Mouvement libération du Congo. Vous avez adhéré à ces partis par conviction? Qu'est-ce qui vous a poussé? En effet, par conviction. Il faut savoir, il faut aussi dire que j'ai été par la force des choses, du travail, je me suis rapproché du MLC. Et il faut savoir que j'ai travaillé pendant des années avec Maître Aimé Kilolo, qui était le conseil principal de monsieur le sénateur Jean-Pierre Bemba. Cela m'a rapproché en tout cas du parti, du sénateur et du parti. Et puis j'ai après été, par le travail également, appelé dans l'équipe. Maître Aimé m'a demandé, lorsqu'il a eu des problèmes au niveau judiciaire, de pouvoir l'assister dans le cadre justement de la deuxième affaire de subordination, enfin c'est une atteinte à l'administration de la justice. Donc j'ai dit naturellement oui, et donc je fais partie de l'équipe de défense de Maître Aimé Kilolo. Donc par conviction, mais après vous œuvrez dans la Fédération de Belgique, c'est ça? En effet, après j'ai adhéré au MLC, comme je vis en Belgique, j'ai adhéré à la fédération du MLC Belgique, qui est dont la représentante est Marie-Louise Efekele, avec qui nous avons travaillé, nous avons fait en tout cas beaucoup de choses. On dit que vous êtes un peu dans la stratégie de la Fédération de Belgique, c'est ça? En effet, nous avons créé un comité, le comité stratégique, où nous réunissions tous les vendredis pour élaborer des stratégies pour pouvoir finalement voir comment faire les choses, comment faire avancer les choses dans notre parti, comment en tout cas faire bénéficier justement de notre expertise, non seulement au MLC, au pays, des idées, etc., à faire valoir pour en tout cas sur le plan économique, sur le plan judiciaire, sur le plan de la justice. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est le plan, en tout cas je veux dire le domaine qui m'intéresse. Bien entendu, le domaine économique, c'est aussi, c'est en tout cas important. Mais moi, le domaine de ma formation, c'est le droit, la justice. Comment faire marcher les choses, comment faire que les choses marchent sur le plan judiciaire. Quelles sont les améliorations à apporter sur le plan de la justice dans notre pays. Comment se portent aujourd'hui les MLC en Belgique? En Belgique, nous avons en tout cas beaucoup travaillé. Oui. Nous avons beaucoup travaillé et je ne vais pas dire que on s'est reposé, mais nous avons beaucoup travaillé. Maintenant, c'est vrai que le travail, on s'est un peu calmé, on se repose un peu. Parce qu'on doit regarder ce qui se fait ici à Kinshasa. Parce que évidemment maintenant, tout le monde presque est suspendu justement à ce qui se passe à la SENCO. On est en train de voir quelle sera la prochaine configuration politique de notre pays. Et voir dans quelle mesure, par rapport à cette nouvelle configuration politique chez nous, poursuivre le travail au sein du MLC, en effet. Et voilà. Et puis il y avait la campagne contre Arabour que vous avez lancée. Finalement, quel résultat ça a apporté? Écoutez, moi je crois qu'il faut apporter des idées. Ce pays a besoin, bien sûr, d'un sorte de laboratoire d'idées. Voilà. La Constitution, comme tu le sais, a été lue de plusieurs façons par divers acteurs politiques, chacun apportant son interprétation, chacun apportant sa lecture par rapport, j'ai envie de dire, par rapport d'autres, par rapport à leurs intérêts, d'autres par rapport à d'autres, de façon objective. Nous avons, moi personnellement, nous avons apporté notre lecture objective de la Constitution, laquelle lecture a été en tout cas partagée par plusieurs constitutionnalistes congolais qui donnent cours ici comme à l'étranger. Voilà.
Maintenant, on n'a pas forcément été suivi dans cette lecture de la Constitution. Mais il était important quand même de mener quand même une action. Il était en effet important de participer justement. Vous prenez le temps également de circuler, pas seulement en Belgique, mais d'autres pays en Europe, même aux États-Unis. Le MLC se porte également très bien. La vie arrive par rapport à d'autres partis politiques. Par rapport à d'autres partis, toutes les fédérations fonctionnent normalement. Nous avons une représentation à Washington. J'ai malheureusement, lors de mon séjour au mois de novembre à Washington, je n'ai pas pu rencontrer la représentation du Washington à l'MLC, mais j'avais écho au téléphone que tout se passe bien au niveau du fonctionnement du MLC aux États-Unis. Les choses se passent plutôt bien. Est-ce que les Congolais qui vivent notamment en Europe ou aux États-Unis ailleurs croient au combat politique du MLC et de son président national Jean-Pierre Bemba? Écoutez, bien entendu, oui, pas seulement ceux qui sont dans d'autres... en tout cas, il y a des Congolais, il faut savoir qu'il y a des Congolais qui sont dans... qui en coulent plusieurs couleurs politiques. Il n'y a pas que le MLC, l'UDPS, etc. Mais en tout cas, ceux qui sont au MLC croient en effet au combat du sénateur Jean-Pierre Bemba, à sa vision pour le Congo, et d'autres encore qui ne sont pas dans quelque parti politique que ce soit et qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent simplement au Congo, qui croient en effet et qui partagent la vision politique du sénateur Jean-Pierre Bemba. Bemba est en prison, emprisonné. Quelle est la perception qu'ils ont, ces Congolais, par exemple, ceux que vous rencontrez, par exemple, là-bas, ou avec qui vous échangez, par exemple, sur la politique, sur le dossier Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'ils ont toujours la tendance à croire à un procès politique, comme l'a toujours défendu le MLC, votre parti? Bon, il faut savoir que oui, ils sont convaincus, j'ai envie de dire, à 1000%, que c'est un procès qui n'est pas juste et qui est fait au sénateur Jean-Pierre Bemba, et que les motivations principales dans ce procès seraient politiques. Donc l'opinion congolaise de la diaspora pense en tout cas que c'est en effet un procès politique contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Parlons justement de ce procès, mais on parle de la deuxième affaire principalement, celle de l'atteinte à l'administration de la justice, l'affaire de la subordination des témoins, à laquelle également ont été portés devant la justice, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba, Maître Aimé Kilolo, l'honorable Fidel Babala, il y avait Narcisse Arido et Jean-Jacques Mangenda. Principalement, vous êtes également de l'équipe de défense de Maître Aimé Kilolo dans cette affaire. C'est vrai qu'il y a eu un appel interjeté à ces niveaux-là, on attend, mais le procureur a requis notamment les peines de 5 ans pour les uns et 8 ans pour d'autres, notamment principalement pour Jean-Pierre Bemba. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un point par rapport à cette deuxième affaire? Alors, il faut savoir que Maître Aimé Kilolo a été arrêté dans des circonstances tout à fait, j'ai envie de dire, désolantes, en tout cas pour la justice. Parce que j'ai eu l'occasion de dire que le procureur, le bureau du procureur avait l'opportunité, le moyen, au lieu d'utiliser une procédure, un moyen contraignant, avait le moyen de pouvoir simplement inviter Maître Aimé à comparaître, à se présenter dans son bureau pour avoir des explications par rapport aux préventions ou par rapport aux accusations qui étaient portées contre lui. Mais au lieu de cela, il a choisi la manière la plus forte, c'est-à-dire la manière la plus contraignante, c'est-à-dire le mandat d'arrêt. Il a été, comme vous le savez, arrêté à l'aéroport des Aventem, alors qu'il revenait d'une mission au Cameroun, et tout de suite emprisonné à Bruxelles, et puis acheminé ou transféré vers La Haye. Et donc il est accusé d'atteinte à l'administration de la justice. Pourquoi? Parce qu'il aurait, pour subornation des témoins, c'est-à-dire premier chef d'accusation. Il faut savoir qu'il a été accusé pour avoir falsifié et utilisé de faux documents présentés à la cour, et puis avoir, je veux dire, influencé les témoins pour en tout cas témoigner dans un sens orienté et moyennant paiement. Il faut savoir que pour le premier chef d'accusation, la première prévention, à savoir la prévention des falsifications et des présentations de faux documents, Maître Aimé Kilolo a été mis hors de cause, a été acquitté. Cela doit être dit.
Cela doit être entendu qu'il a été acquitté pour ce chef d'accusation de falsification de documents. Et donc, reconnu innocent, donc il n'a jamais falsifié les documents présentés à la Cour. Les documents qu'il a présentés à la Cour étaient authentiques. Premier point. Deuxième point, maintenant, le procès est fait par rapport à au deuxième chef d'accusation, la deuxième prévention, à savoir avoir influencé les témoins et moyennant paiement d'argent. Nous en sommes là et il a été connu coupable. Il y a eu la culpabilité qui a été prononcée et le réquisitoire, parce que les gens ne doivent pas confondre entre le ministère du procureur, le bureau du procureur qui requiert les peines qu'il requiert et le tribunal et donc la chambre. Et donc ici, le procureur a requis la peine pour les uns 8 ans et 5 ans, 3 ans pour les autres. Et il faut savoir que nous attendons maintenant le prononcé de la peine, c'est ce qui nous intéresse, mais il faut savoir que dans ces genres de procès, dans ces genres d'accusations, pour ces genres d'accusations, atteinte à l'administration de la justice, les peines qui sont légalement inscrites, en tout cas inscrites dans le règlement, c'est le peine de 5 ans ou une amende. Une amende. Ici, nous restons sereins pour que la Cour reconnaisse d'abord les circonstances atténuantes et en regardant de près justement les arguments présentés par la défense, nous espérons que Maître Aimé pourra très bien s'en sortir, ainsi que les autres coaccusés. Je pense au sénateur Jean-Pierre Bemba, au député Fidel Baba, et les autres. Les autres, donc, vous êtes confiants à ces niveaux-là? On est confiants, en effet. Mais aucune incidence sur la première affaire? Aucune incidence, c'est-à-dire que ça ne peut pas influencer la première affaire, les peines qui seront à être prononcées, non? Écoutez, si ce n'est pas, on ne peut pas rentrer dans cela. Alors, dans la première affaire, nous avons un seul accusé, où c'est le sénateur Jean-Pierre Bemba. Voilà, naturellement, lorsque, au final, on aura de prononcer, on saura in fine, en tout cas, lorsque toutes les voies de recours auront été utilisées, lorsque la peine deviendra définitive, ou les peines deviendront définitives, c'est 2 procès, 2 peines, et ils sont totalement différents. Qui seront cumulés. Mais chez vous, vous dites qu'avec Dieu nous vaincrons, vous croyez à cette libération de votre président national? C'est tout l'enjeu de la libération ou de l'acquittement de votre président national, Jean-Pierre Bemba? Écoutez, nous sommes, il faut rester confiant. Confiant au regard des éléments du dossier, confiant au regard de la force de conviction de la défense du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a une équipe qui combat, qui est au combat, qui cherche justement, qui défend au mieux de ses intérêts. Et nous espérons une sortie favorable pour les sénateurs de Jean-Pierre Bemba, parce qu'il faut savoir, il faut le dire, que sa place n'est pas à La Haye, sa place n'est pas en prison, sa place est ici. La place est ici. Ce grand pays a besoin de son fils, le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a beaucoup à apporter encore à ce pays, la République démocratique du Congo. C'est bien dit. Mais je vais faire avoir votre avis en tant qu'avocat sur ces procès faits à cette Cour pénale internationale. Vous avez suivi beaucoup de pays africains qui se retirent d'ailleurs de la Cour pénale internationale. On a cité l'Afrique du Sud et tant d'autres pays, le Burundi tout près de nous. Est-ce que c'est un procès fondé? Ou l'impression que les Africains ont, c'est que c'est une cour mise en place pour que les Africains puissent être punis. Voilà. Écoutez, moi je suis avocat à la Cour pénale internationale. J'ai un devoir de réserve par rapport à certains jugements sur la Cour pénale internationale, mais je dois, par rapport justement à tout ce qui est dit ici et là,
le retrait de certains pays, la volonté d'autres de vouloir se retirer. Et moi, c'est interpellant. Simplement dire que voilà, là, il y va justement parce qu'on n'arrête pas de le dire, de la crédibilité de la Cour pénale internationale, qui doit en tout cas montrer aux yeux du monde qu'elle est une cour de justice, justice internationale. Pas donner l'impression finalement d'être une cour une cour qui est au service des politiques de ce monde. Et donc voilà, c'est un travail, en tout cas l'image de la Cour pénale internationale qui risque d'être atteinte. Et donc la Cour pénale internationale a intérêt de pouvoir redorer en tout cas son image chez les Africains, qui ne doivent pas avoir l'impression qu'il n'y a que les Africains qui sont traduits devant cette Cour pénale internationale. Voilà. C'est très bien. Vous venez d'arriver au Congo. Le Congo, la RDC est aujourd'hui suspendu à ce qu'on appelle discussion directe sous les bons offices de la conférence épiscopale du Congo, les évêques catholiques, qui ont en tout cas voulu mener les bons offices pour essayer de ramener les acteurs politiques de tous bords à des discussions directes et surtout inclusives, parce que le premier dialogue, notamment de la Cité de l'Union africaine, selon les évêques ou selon beaucoup, ces dialogues ont été décriés par manque notamment d'inclusivité. Votre parti, le MLC, à travers les Fronts pour le respect de la Constitution, justement a pris part à ces discussions en tant que partie prenante à ces niveaux-là, et que aujourd'hui ces discussions sont à terme avec la signature, vous avez suivi le 31 décembre 2016 de cet accord à travers les parties prenantes, mais avec l'absence de beaucoup, notamment votre parti, le MLC, les Fronts, à travers les Fronts pour le respect de la Constitution. Finalement, les Fronts a signé cet accord, et puis voilà. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites de ces discussions? Est-ce que les bons offices de la CENCO ont été d'un pesant d'or? Écoutez, moi je vais évidemment commencer par dire voilà, il y a une constitution, parce que si on arrive jusqu'ici, enfin si on en arrive là, c'est parce que la constitution n'a pas été rigoureusement respectée. En termes de mandat présidentiel. Le délai constitutionnel pour organiser les élections n'ont pas été respectés. Les élections n'ont pas été organisées. Les élections présidentielles et législatives n'ont pas été organisées. Et donc, comme le disait mon professeur de droit constitutionnel, Francis Delperré, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Bon, on peut en tout cas lire la situation actuelle dans ce sens-là en disant finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croise les bras? Est-ce qu'on finalement croise les bras en disant voilà, la Constitution n'a pas été respectée et arrêtons-nous là? Ou bien il faut faire quelque chose et trouver de voies et moyens, des solutions pour se sortir finalement de cette situation qui est difficile pour la population, difficile pour le pays. Mais on dit que cette solution, en fait, le fait de ne pas respecter la Constitution, c'est la volonté d'une majorité ou d'un individu qui n'a pas voulu ou qui ont multiplié les superfuges pour justement arriver à violer la Constitution, à ne pas quitter le pouvoir le 1 décembre 2016. En tout cas, il y a eu des débats là-dessus, sur la volonté politique de ne pas organiser les élections. Nous n'en sommes plus là, finalement. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir remarqué que voilà, la Constitution n'est pas respectée, les élections ne sont pas organisées. On est au-delà du 19 décembre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Et la solution a été réfléchie. D'aucuns ont organisé des accords, etc., à la va-vite, et finalement non exclusif, et donc repoussé par l'opposition, rejeté catégoriquement par l'opposition et la communauté internationale. Et donc là maintenant on dit voilà, il faudrait pour rendre les choses, pour que ça soit en tout cas quelque part, pour que ça bénéficie d'une certaine légitimité, ces accords, il faut en tout cas inclure tout le monde, toute la classe politique. Toute la classe politique adhère, en tout cas signe ces accords pour que ces accords soient en tout cas rendus légitimes, etc., pour légitimer en tout cas ces accords, et pour que la population qui finalement c'est le souverain primaire puisse dire ok, ça va, ok, je suis d'accord pour le délai accordé en vue de l'organisation des élections.
Donc on arrive à ce qui se passe au niveau de la SENCO. Envie justement de trouver une solution pour déjà l'urgence et organiser des élections. Pour organiser des élections, il faut un gouvernement qui mette des moyens en place en vue justement de pouvoir organiser ces élections-là. Nous espérons nous espérons que la classe politique finalement notre classe politique, dont je fais partie, sera assez mature pour comprendre que la population attend beaucoup d'elle, attend que le pays puisse se mettre en marche, que le pays puisse finalement avoir un gouvernement, avoir les élections demain, et que le pays, parce qu'il y a beaucoup à faire dans ces pays. Beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis à relever dans ces pays, défis économiques, défis sociaux, défis au niveau de la justice. Ce pays doit un jour, il faut que ce pays décolle. Nous avons beaucoup de ressources dans ce pays, des ressources locales, des ressources au niveau de la diaspora, qui n'attendent que d'avoir des moyens pour agir. Et ce pays a des moyens, et donc les moyens qui nous fournit à la population, en tout cas à ceux qui le peuvent, en tout cas, je veux dire, aux différentes compétences. Le moyen, c'est le gouvernement. Donc, il faut créer un climat économique, politique et judiciaire propice pour permettre justement ces développements-là. Mais la solution trouvée à travers cet accord le 31 décembre, en substance, il y a des points qu'on peut relever ici. Un, Kabila reste au pouvoir comme président de la République jusqu'à décembre 2017. Date où on va organiser les élections, couplées présidentielles, législatives nationales et provinciales à ces niveaux-là. En même temps, le gouvernement, il y aura une co-gestion en termes de l'opposition, notamment les rassemblements et la majorité élargie à travers ceux qui étaient l'opposition qui était à la Cité de l'Union africaine. Un gouvernement où le Premier ministre sera issu des rassemblements, ça c'est ce qui dit l'accord. Autre chose, c'est la mise en place de ces comités, ces fameux comités de suivi des accords et également de procédure électorale et également de l'accord. Est-ce que vous pensez que c'était ça la solution qui pourrait, en tout cas, arriver à décrisper la situation politique dans notre pays? En tout cas, c'est la solution qui est proposée, et je crois que avec un minimum de volonté politique, on peut en tout cas arriver demain à organiser les élections dans le délai qui sera en tout cas accouché dans cet accord. Le plus court, on dit décembre 2017. Donc, dans le délai qui sera accouché dans cet accord, avec la volonté politique. Il suffit simplement que les uns et les autres puissent en tout cas mettre de l'eau dans leur vin, et essayer finalement faire des concessions au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt du pays, au nom de l'intérêt des gens. Je crois qu'avec un minimum de volonté politique, les choses peuvent en tout cas se faire, en tout cas dans les délais impartis par ces accords. Alors, vous verrez, nous, MLC, on a levé l'option. C'est les débats. Vous ne participez pas à ça, participer au gouvernement. Écoutez, ça a été réfléchi et décidé. Les motivations justement de cette décision qui parfois ne seraient pas prises par les militants ou par d'autres acteurs politiques. Il faut en politique essayer d'expliquer les choses. Il faut en politique essayer de dialoguer avec la base, avec les militants, expliquer les positions justement du parti. Pourquoi cette orientation politique ? Pourquoi, voilà nos motivations. Expliquer aux gens, parce que bon, il faut éviter, depuis son bureau, etc., de prendre des décisions à poser sans autre explication ou motivation. Les motivations, les explications seraient connues que par soi-même, et ça ne, ou par, en tout cas, le cas du parti, ça ne pas, en tout cas, la bonne façon de faire les choses. Et donc, je crois que ceci a été aussi expliqué. J'ai eu l'occasion de parler, de discuter avec l'honorable Fidel Babala, qui m'a en tout cas éclairé justement sur la position du parti, qui m'a éclairé sur les motivations justement du parti. Mais il faut savoir, en analysant justement ces motivations du parti, quelles sont ces motivations. Il faut savoir que dans ce gouvernement, lorsqu'on est au gouvernement, membre du gouvernement, on ne peut pas
père contrôler son prochain, ne peut pas contrôler ses pairs. C'est difficile. Au nom de la solidarité gouvernementale. Au nom de la solidarité gouvernementale. Donc se soumettre ou se démettre, c'est un principe. Donc soit on se soumet, dans ce qui est dit lors du Conseil des ministres, voté, etc., ou soit on se démet, c'est-à-dire on présente sa démission. Donc, obéir ou se taire. Obéir ou se taire. Donc vous, les médecins, vous ne voulez pas être demain comptable des échecs qui vont survenir, même si vous n'êtes pas prophète des malheurs. On n'est pas prophète du malheur du pays, parce que ça serait extraordinaire. Voilà. Nous, on a besoin que les choses avancent. On a besoin que le délai qui seront, en tout cas, qui seront imposés, les délais pour organiser des élections qui seront imposés dans ces accords, puissent être respectés. Et donc, pour que cela soit respecté, il faut que ceux qui font les choses soient contrôlés par ceux qui ne sont pas dans les affaires. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'il faut que le gouvernement soit quelque part contrôlé. Il faut quelque part qu'on puisse dire, voilà, quels sont les moyens que vous, actuel gouvernement, vous mettez en œuvre pour que ces élections se tiennent dans le délai. Et donc, on ne peut pas de ministre commencer à dire, bon, ministre, voilà, et se contrôler en même temps. Et donc, nous avons en tout cas souhaité être en dehors pour pouvoir faire bouger les choses de l'extérieur. Mais en dehors, c'est le comité de suivi. Pardon? En dehors, c'est dans le comité de suivi. Le comité de suivi, parce que le comité de suivi, nous aurons comme tâche de pouvoir vérifier, en tout cas, l'évolution justement est-ce que les choses avancent, est-ce que le délai, la manière dont les choses avancent, est-ce qu'on va respecter le délai ou pas, si ça avance très, très, si c'est encore lent, essayer d'accélérer, de demander au gouvernement d'accélérer le rythme, parce que ces délais doivent être respectés. Donc, mais vous avez ce sera notre rôle. Vous avez souhaité, en tout cas, piloter la présidence et ces comités. Malheureusement, on ne vous a pas donné, on ne vous a pas entendu, parce que seulement vous dites, écoutez, il ne faut pas être jugé parti. Malheureusement, peut-être vous serez vous assumerez l'une de vice-présidentes de ces comités de suivi, bien que vous n'aurez pas, en tout cas, une marge de manœuvre en termes de décision pour essayer de contrôler à ces niveaux-là. Mais quand même, vous estimez changer les choses à l'intérieur. Mais avoir les choses maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Vous n'êtes pas de gouvernement, vous n'avez pas participé au gouvernement, vous avez des motivations claires à ces niveaux-là. Il ne faut pas aujourd'hui rester dans l'opposition comme vous le dites. Il ne faut pas quand même tuer la démocratie parce qu'il faut une année de transition et que tout le monde partage le pouvoir à ces niveaux-là. Mais ceux qui partagent le pouvoir sont aussi bloqués. Je crois que vous suivez le débat. La primature devait revenir en ce moment, ce n'est pas encore chose effective. Nous sommes aujourd'hui samedi. En principe, ce soir, on devait signer les arrangements particuliers. C'est encore hypothétique à ces niveaux-là. Est-ce que vous croyez à la bonne foi, comme vous le dites, des acteurs politiques qui sont aujourd'hui en discussion à la Sénéco? Écoutez, moi, je ne sais pas si je dois croire à la bonne foi ou ne pas croire à la bonne foi. Est-ce que c'est ça la question? La question simplement d'interpeller ceux qui sont à la Sénéco, les politiques qui prennent pas à la Sénéco, de leur dire que voilà, vous avez une nation à gérer, il y a un peuple derrière qui attend, il y a une population qui espère, il y a un pays qui doit se mettre en marche, il y a une démocratie qui doit vivre. Et donc, vous n'avez pas le choix, parce que vous avez choisi de faire la politique. Et quand on fait la politique, on est au service des gens, on est au service du pays, on est au service de l'intérêt général. Et donc, vous devez prendre vos responsabilités. Donc, prendre ces responsabilités, c'est agir dans le sens de l'intérêt général, c'est agir dans le sens de l'intérêt de la démocratie, c'est agir dans le sens de l'intérêt du peuple. Et donc, il faut, en tout cas, que les politiques qui sont à la Sénéco entendent cela et fassent en sorte que voilà, qu'on puisse, en tout cas, enfin, signer ces accords et passer à autre chose. Voilà, ces pays n'attendent que. On ne peut pas rester comme ça dans une sorte voilà, tout le monde attend, l'économie attend, la justice attend. La population attend. Donc il faut essayer d'avancer. Mettre un peu, je crois qu'avec la volonté politique, c'est possible.
Bonne interpellation de Maître Guilain Mafuta. Je rappelle, il est avocat au barreau de Bruxelles, également avocat à la Cour pénale internationale, cadre de la fédération du MLC de Belgique. C'est avec lui que nous débattions, nous sommes en train de nous entretenir sur les questions de l'actualité. Maître, parlons de votre travail d'avocat. Avocat au barreau de Bruxelles, avocat également à la Cour pénale internationale. À Kinshasa, est-ce que vous avez des projets de pouvoir installer un cabinet, par exemple, cabinet Mafuta? Oui, en effet, c'est plus qu'un projet, c'est déjà en cours d'élaboration. Je suis en train là d'établir un cabinet ici sur place à Kinshasa. Cabinet droit pénal, je suis pénaliste, je fais également le droit des affaires, droit de la famille, tout ce qui est succession, tout ce qui est problèmes familiaux, divorce et j'en passe. Ce sont les matières que je traite. Il faut savoir aussi que depuis Bruxelles, je traite également de questions liées au droit des étrangers, tout ce qui a trait au visa, refus de visa, quelles sont les voies justement pour les voies de recours contre un refus de visa. Voilà, c'est vrai que l'avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant, et non pas attendre qu'un problème surgisse pour qu'on puisse aller voir un avocat. Donc avant, c'est-à-dire en termes de conseils, les conseils que je donne aux clients avant d'introduire un dossier au niveau de l'ambassade. Concrètement, à Kinshasa, pour les Congolais qui le savent, ils peuvent avoir des problèmes, par exemple, des cas, par exemple, de refus de visa. Ils peuvent facilement consulter les cabinets Mafuta, c'est ça? Oui, ils peuvent facilement consulter le cabinet Mafuta au 0032 471 320 935. Donc un refus de visa, il faut savoir qu'il y a de délais pour faire un recours. Depuis la notification, dès que vous avez été notifié d'une décision, vous devez en tout cas faire le recours dans le délai de 30 jours. Donc il va falloir, ça va très très vite. Et donc le recours pour la bonne forme, pour que les choses soient très bien présentées, parce qu'il faut savoir qu'un recours mal introduit, mal fait est irrecevable. Donc il y a en tout cas des formalités qui sont obligatoires, donc à peine justement d'irrécevabilité du recours. Ce recours, donc les personnes dont on a refusé l'accès, enfin le visa, peuvent s'adresser directement à mon cabinet pour un recours contre cette décision de refus de visa. Vous paraissez, vous êtes jeune, mais vous avez beaucoup d'expérience. Combien d'années? Je suis à ma 9e année de barreau. Déjà, au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale. Voilà, c'était Maître Guilain Mafuta. Le MLC, vous avez de l'avenir pour le Congo, votre pays. Un message en légalas, parce que apparemment, c'est vrai que vous venez de Bruxelles, mais vous connaissez quand même votre langue. Vous ne pouvez pas oublier. Oui, bien sûr, ce pays m'a vu naître. Kinshasa, Kinois. Maître Komi Awa, Rotia Biro Nayo Awa, MT Parti Nayo, message Néo Zalabank Nabango. Un message, c'est un message à espoir. Mbokao, ils ont ma ressource belée. Mboka Nabiso, ils ont ma ressource en termes de richesse pour développer Mboka. Au boyebi que place Navanda en Belgique, Mongo, il y a l'État, ils ont impôt. Belgique vivra à impôt comme la plupart des autres pays développés, mais développés. Belgique, comment qui développé grâce, il faut le dire, il y a richesse, il y a mboka na biso. Donc ndengenini batu wa witaraka pona robongisa mboka la bango ba ko buka pa na biso ba ko bongisa mboka na biso mais biso moko tozo ko robongisa mboka o te alors que toi la ressource belé. Donc batu mususu bazoya rozwa bazo ko bongisa mboka na biso et biso to bongisa mboka na biso. Moi je crois finalement qu'il faut changer mode de gestion, il y a mboka na biso, il faut que vraiment intérêt général, intérêt à mboka et za liboso. Donc ceux qui va politique nyon so ba bon, les lots décider, to diriger mboka pour te développer. Je crois, en tout cas je crois, na ba ressources tozana na mboka o, na ba richesse tozana na mboka o. En tout cas to Roma pourquoi pas première puissance mondiale. Pourquoi pas en Afrique d'abord.
Maître Guilhem Afouta, merci. En tout cas, c'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois de vous recevoir. Je crois que très bientôt, le cabinet Mafouta sera installé à Kinshasa. Et déjà, vous pouvez être contacté pour d'autres consultations à ces niveaux-là. Ici à Kinshasa également, ceux qui sont en Belgique, des familles congolaises, africaines, bien évidemment, pour de problèmes. Il est spécialisé dans le droit pénal, le droit des affaires, les droits familiaux, c'est ça. Et tous ces problèmes-là, en tout cas, il peut le prendre en charge à travers son cabinet. Et pourquoi pas, c'est également un Congolais, il a eu l'expérience, il veut également aider ses frères, ses compatriotes, c'est ça, c'est également une bonne chose, revenir au pays, construire son pays, reconstruire son pays, c'est une bonne chose à travers le MLC. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis ici à Kinshasa, également partout ailleurs dans le monde, à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Merci également à Eric Moffet qui était à la régie. Jacques Wandenga était à la régie finale et également à la réalisation de cette émission Entretien qui va également recevoir notre invité très prochainement. Portez-vous bien et excellent suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.